Je suis né à la meilleure période de l'histoire américaine, l'ère de la conquête spatiale, de l'énergie nucléaire, du progrès scientifique. C'était aussi la paranoïa de la guerre froide. Un conflit atomique allait éclater d'un moment à l'autre. Mais voyager dans l'espace, quelle merveille! Il y avait donc la bonne et la mauvaise science. Et un tout nouveau genre de super-héros est né, comme une explosion atomique. Ce n'étaient pas des Superman venus d'une autre planète, mais des gens normaux à qui on pouvait s'identifier. These are your neighbors. People like you, with time for leisure, time for modern living. These people are in tune with the times. They choose that which best fits their needs. These are the choices of convenience, something the whole family can enjoy. You too can be in tune with the times. Au début des années 60, les bandes dessinées de Superman, Batman, Wonder Woman et Green Lantern font de DC le leader de l'univers comics. Sally, do your homework. Marvel a du mal à rester à flot avec ses vieux titres humoristiques comme Millie the Model et ses westerns comme Kid Colt Outlaw. Ça faisait 20 ans que je sortais ces magazines. J'en avais jusque-là. J'avais envie d'autre chose. J'en ai parlé à ma femme qui m'a dit « Stan, avant de partir, crée quelque chose qui te plaise vraiment, qui s'adresse à un public intellectuellement plus évolué. » J'ai eu l'idée des 4 Fantastiques. Ils voulaient être les premiers à atteindre la Lune. Ils embarquent dans un vaisseau spatial, mais celui-ci est exposé à des rayons cosmiques et ils doivent revenir sur Terre. À cause de l'irradiation, chacun a été doté d'un pouvoir particulier. Incroyable. Oh no! No! You're changing. You've turned into monsters, both of you. Oh, Reed. Reed, not you too. I can fly. Look, I can fly. Stan ne croyait pas au succès de ce titre. Il avait une attitude détachée. On verra bien, au pire on refera des westerns la semaine prochaine. Il a vite compris qu'il y avait un marché, que les personnages devenaient intéressants, que les gens commençaient à les suivre régulièrement. Le succès a largement dépassé les attentes de Marvel. Stan Lee fait appel au grand dessinateur Jack Kirby et ensemble, ils créent un nouvel univers chez Marvel. Leurs personnages sont les premiers super-héros nés des inquiétudes de la guerre froide et de l'âge atomique. Oh yeah, man. A few days in space. It'll be great. What's the worst that could happen? La fièvre de la conquête spatiale saisit toute l'industrie des super-héros. Les costumes sont plus épurés, le trait plus fluide. La société s'est fixé de nouveaux objectifs et des frontières à dépasser.
Je ne suis pas scientifique pour dessous. Alors j'ai essayé de donner le change avec mes personnages. L'incroyable Hulk a été bombardé de rayons gamma. C'est comme ça qu'il est devenu Hulk. Évidemment, je serais incapable de reconnaître un rayon gamma. Je ne sais pas ce que c'est, mais si ça sonne bien, je l'utilise. Après une période très difficile dans les années 1950 et au début des années 1960, où l'industrie des comics s'est pratiquement effondrée, Marvel a fait un retour fracassant parce que Stan Lee a donné une nouvelle dimension à ses personnages. Il a créé des super-héros à problème. Encouragé par le succès des 4 Fantastiques et de l'incroyable Hulk, Lee demande à Steve Ditko, l'un de ses collaborateurs attitrés, d'imaginer une trame différente. Je déteste les partenaires adolescents, mais j'ai pensé qu'il serait intéressant de créer un personnage qui ne soit pas un faire-valoir, mais un héros à part entière. Ce sera une première. Attention tout le monde, accrochez-vous. Voici Spider-Man. Pour le rendre crédible, je me suis demandé comment sont les adolescents. Ils ont plus de problèmes. L'adolescence, c'est l'enfer. J'ai donc voulu un personnage qui n'avait jamais assez d'argent, qui n'était pas le plus populaire du lycée, qui n'avait pas de succès avec les filles, mais qui devait avoir certaines qualités. Il était bon en sciences. Peter Parker est mordu par une araignée radioactive. Et peu après, son oncle meurt sans qu'il intervienne pour le sauver. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il décide de devenir Spider-Man. C'est l'instant où il doit apprendre qu'avec le pouvoir viennent les responsabilités. Jusque-là, c'était un crétin. C'est ce drame qui le fait changer. Et une silhouette mince, silencieuse, s'enfonce lentement dans l'obscurité, consciente enfin que dans ce monde, un grand pouvoir implique toujours de grandes responsabilités. Il y a quelque chose de poignant dans l'idée qu'on peut posséder tous ces pouvoirs, ces grandes responsabilités, mais ne pas avoir de vie amoureuse. Il est sujet à des crises de rage, de désespoir, de désir incontrôlable. C'est un vrai adolescent. Il manque d'assurance. Il doute de lui-même. Ce qui rend Spider-Man si attachant, ce n'est pas Spider-Man, c'est Peter Parker. Clark Kent était un déguisement, Peter Parker est un être réel. C'est un gringalet de 45 kilos qui déteste sa vie. Il peut se balancer d'un gratte-ciel à l'autre dans les rues de New York, mais ça ne va toujours pas. Cet aspect perdure dans le caractère de Spider-Man. Spider-Man devient le personnage de comics le plus populaire depuis Superman. Comme le dit Stan Lee, c'est le super-héros que vous pourriez être. C'est ainsi qu'une légende est née. Bienvenue dans l'ère des comics Marvel. We choose to go to the moon.
We choose to go to the moon and do it first before this dictate is out. Tandis que Kennedy propulse les États-Unis vers une nouvelle frontière, Marvel cherche encore à rattraper le géant incontesté de l'industrie, DC Comics. Sous la direction du dessinateur Carmine Infantino, DC actualise un personnage des années 40, Flash. Le style de l'homme le plus rapide du monde reflète le look fuselé de l'époque. Dès ses débuts, Carmine Infantino était un maître du style. Il a apporté de la fluidité à cette forme d'art que sont les comics. L'image semblait toujours en mouvement, ce qui convenait particulièrement bien à son travail sur Flash, qui est basé sur le mouvement. Les éléments qui composaient ces panneaux ne semblaient jamais statiques. Flash rejoint Batman et Superman au hit-parade des super-héros d'ici. Mais ils ont beau être rapides, ils ont du mal à rester dans la course. On n'aurait jamais imaginé un Superman névrosé, en proie au doute ou angoissé. Et c'était vrai de tous les personnages de DC. La différence, c'est que chez Marvel, ils étaient traités comme dans les tragédies grecques. Les dieux trônaient sur leur Olympe sans se poser de questions, puis Euripide est arrivé et il les a analysés. Il les a rendus plus humains. Il les a fait descendre au niveau des simples mortels. C'est ce que Marvel a fait avec les super-héros. Il était peut-être temps. On finit par se demander ce que font ces héros quand ils ne courent pas dans tous les sens pour sauver la planète. What are you reading, Johnny? A great new comic mag, Reed. Say, you know something? I'll be doggone if this monster doesn't remind me of The Thing. Very funny. Je me suis demandé comment ces personnages agiraient s'ils existaient vraiment, histoire d'injecter un peu de réalité. Stan a inventé un dialogue différent, plus populaire, et ça a marché. You belong, you belong, you belong, you belong to the Merry Marvel Marching Society. March along, march along, march along to the song of the Merry Marvel Marching Society. Le 22 novembre 1963, la réalité se rappelle brutalement à l'univers des super-héros. Le président Kennedy est assassiné. 4 mois plus tard, Jack Kirby et Stan Lee ressuscitent un personnage qui a porté les plus grands idéaux des États-Unis. Captain America. Il est devenu le personnage à la psychologie la plus complexe de l'univers Marvel. Il vient du passé. Il a survécu à une époque et à une guerre où ses semblables ont péri. Can you bring back the years of my life that were lost, that I could never recapture? Ça a été le grand soap-opéra du début des années 60 et de cette société très optimiste que l'assassinat de John Kennedy avait traumatisé. Let this be our answer to the scoffers and the doubters. To those who think democracy has lost its resolve, wherever the deadly specter of tyranny looms, the spirit of free men, proud and united, will drive it from our shores. Mon père était un vétéran de la guerre de Corée, et Captain America représentait une chose précise pour lui. Moi qui n'ai pas fait la guerre,
mais qui suit le premier-né d'une famille d'immigrants, je vois quelque chose de très différent dans Captain America. C'est ce qui fait la beauté et l'intérêt de ce personnage. C'était avant la guerre du Vietnam. Avant qu'on s'interroge sur ce que cela signifie d'être patriote et d'être américain. Jack Kirby a réinventé le langage visuel des comics au moins 2 fois. Au milieu des années 60, son art avait atteint un nouveau sommet. Ce qu'il créait n'avait jamais été fait auparavant. Dès lors, je l'ai considéré comme une référence. Il y a les artistes pré-Jack Kirby et post-Jack Kirby. Le comeback des justiciers emblématiques n'est pas dû qu'à Stan Lee et à Jack Kirby. Au début des années 60, Andy Warhol travaille sur des sérigraphies de Superman et de Batman, héros de son adolescence solitaire à Pittsburgh. Et c'est encore Superman qui décore sa première vitrine pour le grand magasin Bonwit Teller sur la 5e avenue. You and Rosenquist and Lichtenstein all were working very independently. Does that seem odd to you that you all began to look at the world in the same way? I think we just read a lot of comic books. Les super-héros d'artistes comme Warhol ou Roy Lichtenstein appartiennent au mouvement du pop art. L'énergie et les couleurs explosives des comics fouettent leur imagination. For many years, the Parkhurst Galleries have been known for their exhibitions and auctions of art that have stood the test of time. But now, Mr. Benson Parkhurst, the owner of the galleries, has bowed to the inevitable. And the galleries are having their first exhibit of pop art. Inferior. Holy masquerade! It's Clock King. Batman débarque à la télévision en 1966. Le pop art et les super-héros investissent les salons américains. Le feuilleton est annoncé par une couverture de TV Guide dessinée par Lichtenstein. You can only fool some of the people some of the time, Clock King. C'est un Batman qui a emprunté les couleurs primaires des premiers comic books. Les références à la culture pop sont évidentes. On surfait sur la même vague, en prise avec ce qui se passait dans le monde. J'adorais l'émission de télé avec les pows, les bangs, le lettrage et tout. Un humour au ras des pâquerettes, grotesque, drôle, idiot. Pour grimper sur une façade, il marchait devant une caméra tournée de côté. Sometimes I think people expect too much of us, Batman. They have a right to expect it. But we're only human. All too true. À la fin des années 60, il y avait les 3 B. Les Beatles, Bond et Batman. C'était un hommage au comic book. Et les ventes du magazine ont augmenté de manière exponentielle à notre arrivée. To the Batmobile. Oh, better put 5 cents in the meter. No policeman's going to give the Batmobile a ticket. No matter, Robin. This money goes toward building better roads. We all must do our part. Good citizenship, you know. Holy taxation. You're right again, Batman. Batman est devenu kitsch. Don't panic. À l'époque, c'était une entreprise intellectuelle très sérieuse. Mais quand les gamins voient ça, ils le prennent au pied de la lettre. Les adultes comprennent que c'est de la comédie. What a
terrible way to go. Batman, le feuilleton télé des années 1960, a changé la donne et lavé le cerveau de toute une génération de mômes, moi y compris. They're trying to get the Bat computer. Can Batman and Robin stop them? Use your Bat signal. Send Robin down the Bat pole and put the dynamic duo into action. La série avait un côté déjanté qu'on n'avait jamais vu auparavant. Batman possédait de nombreux outils et gadgets, des amis et des ennemis, toutes choses mûres pour être commercialisées. À Noël 1967, les garçons ont trouvé sous le sapin des Batmobiles, des figurines de Batman, des Batcaps et des Batarangs. C'était une mode, comme le hula-hoop et la toque de Davy Crockett. Ça n'a duré qu'un temps. Je savais qu'on aurait des problèmes à la fin de la série. Le magazine est mort avec elle. Cela fait déjà 25 ans que l'industrie des comics tente de captiver un public d'enfants. Marvel, de son côté, s'applique à saisir l'air du temps et, dans la foulée, une nouvelle génération de lecteurs plus âgés. J'ai utilisé la musique moderne, le design, l'art psychédélique. J'ai introduit le surréalisme dans la recette. J'ai apporté l'expressionnisme, le pop art, l'op art. J'ai utilisé tout ce que j'ai pu pour actualiser les comics et les mettre au goût du jour. Grâce à des types comme Steranko, on a commencé à recevoir des lettres dithyrambiques d'étudiants d'université ou des beaux-arts. Un nombre considérable de jeunes artistes se sont mis à voir les comics comme une véritable forme d'art. Jim Steranko a grandi avec les comics. Pour gagner sa vie, il a été graphiste dans une agence de publicité et roi de l'évasion dans des spectacles. En 1966, il se présente sans rendez-vous chez Marvel et persuade Stan Lee de regarder son book. Il m'a dit « Je n'ai rien pour toi, mais tu es trop bon pour que je te laisse partir. » Puis il m'a montré un présentoir sur le mur avec tous les titres de Marvel et il a prononcé les mots qui ont changé mon destin. Choisis-en un. J'ai désigné le pire de toute la collection, Nick Fury, agent du Shield. Il ne savait tout simplement pas comment piloter un personnage à la James Bond. J'ai dit, je prends celui-là. Stan a répondu, il est à toi. Pour moi, c'était une immense toile vierge, dont je pouvais faire pratiquement tout ce que je voulais, et surtout expérimenter. J'ai fait une scène silencieuse de 3 pages. Au début, Nick Fury pénétrait dans une forteresse ennemie. Il n'y avait même pas une bulle de pensée, ni même une légende. Pas un seul mot. 3 pages de silence pour la première fois dans un comic. Et à la fin, il se fait tuer. J'ai apporté mes pages à la production où régnait Sol Brodsky. Il m'a dit qu'il ne pouvait pas me payer l'écriture de ces 3 pages. Il n'y avait rien dessus, donc il m'en paierait 17. Mais l'écriture existait, elle était visuelle.
Je l'ai attrapé au collet et je lui ai dit « Je vous passe par la fenêtre si vous ne me payez pas ces 3 pages. » Dans son infinie sagesse, il a décidé de me payer et l'incident a été clos. À la fin des années 60, Jim Steranko avait la réputation d'être le Jimi Hendrix des dessinateurs de comics. Comme Hendrix, il a surgi comme une comète. Et comme Hendrix, il a créé une œuvre dont l'influence et l'impact sont inversement proportionnels au volume de ses productions. C'est l'une de mes premières pages d'expérimentation interactive. Fury a pénétré dans une forteresse ennemie et il doit traverser un labyrinthe. Pour passer du premier au deuxième panneau, le lecteur doit suivre le dédale. Arrivé en bas, il faut faire pivoter la page parce que maintenant les bulles sont verticales. Et pour lire le dernier panneau, il faut renverser la page tête en bas. Malgré les nouvelles techniques artistiques et narratives des 60s, les prescriptions de la Comics Code Authority restent incontournables. J'avais créé un personnage qui avait une histoire d'amour avec Fury. Je l'avais appelée la comtesse Valentina. Et dans un numéro, j'avais dessiné une autre page muette. Mais tous les comics devaient se plier aux règles strictes de la censure. Un téléphone décroché, c'est trop suggestif. On ne montre pas un couple enlacé. Mais il n'y a rien à redire à une arme dans son étui. L'été 67, le Summer of Love voit la culture américaine subir des transformations radicales. L'acteur Sidney Poitier caracole en tête du box-office et le mouvement des droits civiques prend le pays d'assaut. We're going to map out some militant, and I do mean militant, demonstrations for Marx, Mississippi. Il était logique que ce soit Marvel Comics qui lance la tendance à une plus grande diversité ethnique chez les super-héros. La maison avait fait sa réputation en mettant des outsiders en vedette. Dès 64-65, on voit apparaître des figurants de couleur dans les scènes de rue. Un policier ou un médecin noir. Des petits détails qui soulignent la diversité de la culture américaine. J'étais soufflé. Peter Parker fréquentait un lycée où allaient des Noirs. Et il parlait à l'un d'eux. Comment ça va? Bien. C'était bon, il pouvait se taire. Ce qui me plaisait, c'est que ça n'était pas souligné du genre « on va dans un lycée noir aujourd'hui ». Le lycée pratiquait l'intégration. Vous n'imaginez pas ce que ça signifiait dans les années 60. Il faut être représentatif de l'ensemble de la société. Chaque type de citoyen devrait avoir sa place dans ces histoires. En 1966, Stan Lee et Jack Kirby créent le premier super-héros de couleur, T'Challa, la panthère noire. Il règne sur un pays africain très avancé scientifiquement, qui n'a jamais été conquis et où on n'a jamais pris d'esclaves. Ce que je trouvais stupéfiant. Juste après la Panthère Noire, Marvel a sorti Luke Cage. Et lui, c'est du lourd. Luke Cage est un ancien délinquant qui acquiert ses super-pouvoirs en prison, à la suite d'une expérience scientifique. Il est le premier mercenaire du genre. Il a même pignon sur rue. Il s'appelle Luke Cage. Et son boulot, c'est héros alloué.
Vous le découvrirez dans le premier numéro sensationnel de notre nouveau magazine de super-héros, en vente dès maintenant. C'était la réponse de Marvel à la vague de la Blaxploitation de 72. Il est à la fois Shaft et Superfly, qui ne serait pas séduit. Sauf qu'il n'est pas souteneur. Merci bien. Yeah, outfit's kinda hokey, but so what? All part of the superhero scene. Ne ratez surtout pas Luke Cage, héros à louer. C'est un vrai phénomène. De la pure dynamite. Alors que les super-héros de Marvel revitalisent le secteur, un vent de changement souffle également chez DC Comics. En 1970, la maison sort l'un des magazines les plus emblématiques de tous les temps. L'aventure commence lorsque l'éditeur Julius Schwartz réunit deux personnages de manière apparemment fortuite. Julius a décidé d'associer Green Arrow et Green Lantern. Il a dit, pour le prochain titre, on va combiner Green Lantern et Green Arrow. Tu veux dire que la couverture va annoncer les deux? Ouais. J'ai dit, mais ça fait 2 fois vert, c'est ridicule. On l'a fait quand même. We decided to go into an evolution for Green Lantern, and actually, isn't it curious that Green Lantern has helped people of all colors and never touched a black man, and that's his next door neighbor, so to speak. And we said, by God, there's the story. And now read the copy. I think it's important you read that copy, Julie, because that's the key to it. That was Neil's the black artwork. Man says, I've been reading about you, how you work for the Blueskins, and how on a planet someplace you helped out the Orangeskins. And you've done considerable for the purple skins. Only there's skins you never bothered with. The black skins. I want to know how come. Answer me that, Mr. Green Lantern. I can't. Denny O'Neil a écrit un scénario classique de comic book. Peut-être de n'importe quel médium. Un scénario classique. Les deux personnages sont adversaires. L'un représente l'establishment, l'autre les opprimés. Par conséquent, Green Arrow et Green Lantern sont en conflit. Easy. You've no cause to yell at me. I have a job. I do it. Seems I've heard that line before, at the Nazi war trials. À la fin, pour concilier leurs points de vue, ils décident de parcourir les États-Unis et nous découvrons le pays avec eux. On the streets of Memphis, a good black man died. And in Los Angeles, a good white man fell. Something is wrong. Something is killing us all. Some hideous moral cancer is rotting our very souls. Je me suis dit, et si on basait les intrigues sur les gros titres? Si on parlait de ce qui nous intéresse vraiment? J'espérais réveiller les jeunes. Si j'avais réfléchi à ces problèmes depuis l'âge de 8 ans, si j'avais su qu'ils existaient, j'aurais peut-être trouvé une solution. Ces comics étaient révolutionnaires. À partir de ce jour, le contenu a changé. On pouvait parler de l'actualité, de tous les sujets qu'on voulait. On pouvait y mettre tout ce qu'on n'avait pas osé aborder jusque-là. Sauf la drogue. La couverture d'une histoire traitant des dangers de la consommation se heurte au veto des éditeurs de DC Comics. Ces derniers doivent appliquer les règles de la Comic Code Authority, qui interdit toute allusion aux stupéfiants depuis 1955. En 1970, lorsque le président Nixon déclare la drogue « ennemi public numéro 1 », les super-héros n'ont toujours pas le droit de s'y attaquer.
Un jour, j'ai reçu une lettre du département de la santé, de l'éducation et des services sociaux à Washington. Je ne me souviens plus des termes exacts, mais ça donnait à peu près, conscient de l'influence de votre personnage, Spider-Man, sur les jeunes, nous pensons qu'il serait très bénéfique que vous écriviez une histoire contre la drogue. Mais les gamins détestent qu'on leur fasse la leçon. Je n'allais pas leur dire « ne prenez pas de drogue ». Alors j'ai intégré cet élément dans le scénario. Un garçon avait abusé d'une substance, il se croyait capable de voler et se tenait au bord d'un toit. Spider-Man devait grimper pour aller le sauver. En allant chez Marvel, où je passais du temps, j'ai découvert qu'ils avaient fait un Spider-Man où un personnage prenait des pilules et sautait d'un toit. Sans blague. Une drogue assez forte pour provoquer ce genre de trip peut gravement endommager le cerveau. Mais comment prévenir les jeunes? Comment les atteindre? C'est cool. Il est cool, Stan. C'est génial. On a envoyé le magazine au bureau du Comics Code et ils l'ont refusé. J'ai demandé pourquoi. Parce que vous n'avez pas le droit de parler de drogue dans les comics. Mais on ne dit pas aux gamins d'en prendre, c'est un message de prévention. Désolé. J'étais très fier de mon éditeur. Je lui en ai parlé, je pensais qu'il fallait sortir le magazine sans visa de censure. Il m'a dit « Vas-y, Stan ». Il est sorti sans visa et personne n'a rien dit. Sans blague. C'était vraiment cool. On a reçu 1 tonne de courriers de tout le pays, de la part de professeurs, de parents, de médecins, qui disaient à quel point ils avaient aimé ce numéro. Ils étaient enchantés. Une nouvelle réunion avec la Comics Code Authority a eu lieu dans la semaine, avec tous les éditeurs, puisque c'était une agence d'autorégulation. Et ils ont si bien réécrit le code qu'il n'en restait rien. Ce code édulcoré permet à DC de sortir son propre brûlot. Ces comics nouvelles tendances, destinés aux adultes, font sensation. Comme le note le New York Times, le super-héros d'aujourd'hui ressemble autant à ses prédécesseurs que les enfants d'aujourd'hui à leurs parents. Même Superman se penche sur la question des relations raciales. Un jour, l'intrépide Lois Lane se transforme en noir pour faire un reportage à Little Africa, un ghetto de métropolis. Ce numéro de Lois Lane intitulé « Je suis curieuse », dans lequel elle devient noire pendant 24 heures, c'était vraiment courageux de la part de DC Comics. Quand on cherche à atteindre quelqu'un, on passe toujours par différentes étapes, surtout aux États-Unis, où les Noirs sont souvent traités avec condescendance ou paternalisme. C'était une tentative louable. There's Benny the Beret. He'll taxi me to Little Africa. Why, he zoomed past me, as if I don't exist. So this is the way it is. My first lesson in the meaning of black. La morale de l'histoire avec la transfusion sanguine qui marque la fin est prévisible. Nous ne faisons qu'un. C'est tout juste s'ils ne chantent pas Kumbaya, mais c'est l'idée. Et ils ont pris un léger risque quand Lois demande à Superman s'il l'épouserait, maintenant qu'elle est noire. Superman réplique « Je ne suis même pas de cette planète, je viens d'ailleurs. Je ne peux pas répondre. » But your skin is the right color. Si les super-héros de DC s'attaquent consciencieusement aux problèmes sociétaux, les équipes de scénaristes composées uniquement d'hommes ne s'attendent pas au raz-de-marée qui va balayer les années 70. We talk about equal opportunities and employment, and we mean to have it now. We just want what men have had all these years. But we don't want the bad things that they took with them, like male chauvinism. J'étais de la classe moyenne inférieure, fils d'un ouvrier irlandais du nord de Saint-Louis.
Je croyais au pacifisme, à l'égalité raciale. Et puis le féminisme est arrivé. Je me suis dit que je devais y croire aussi. Mais émotionnellement, il m'a fallu 5 ans pour comprendre et accepter le féminisme. Denny O'Neil a pris en main la scénarisation de Wonder Woman. Il a dépouillé la princesse Diana de tous ses pouvoirs et en a fait une femme comme les autres, mais qui porte des combinaisons ultra sexy et parcourt le monde pour lutter contre le crime ou les cartels de la drogue. Pour Gloria Steinem et d'autres féministes, retirer ses pouvoirs à Wonder Woman, c'était l'empêcher d'être l'égal de Superman sur le plan physique. Jusqu'à ces dernières années, les scénaristes et les dessinateurs de Wonder Woman ont toujours été des hommes. L'évolution du personnage est un exemple classique de la façon dont les hommes appréhendent l'idée de la femme et de l'égalité des sexes. J'aimerais pouvoir dire que les super-héroïnes reflètent les changements apportés par le mouvement féministe, mais ce n'est pas le cas. C'est de pure forme un soutien de façade à la femme forte. Elles restent des objets sexuels pour la plupart. Je ne l'ai jamais joué sexy. Ça ne m'a jamais traversé l'esprit. C'est pour cela que les femmes l'ont adopté. Dans les années 70, mes amis féministes et moi, on regardait Wonder Woman avec Linda Carter et on adorait. La série télévisée, surtout la première saison, avait parfaitement saisi la nature de Wonder Woman. Linda Carter, l'actrice principale, avait compris le caractère de son personnage, ses motivations, c'est-à-dire la paix, l'égalité, la remise en question du rôle des sexes, le pouvoir par la force, mais la force de la volonté. What makes you so strong? On Paradise Island there are only women. Because of this pure environment, we are able to develop our minds and our physical skills, unhampered by masculine destructiveness. Stop. Such information is utter rubbish. Can't you see she's trying to make fools out of us? Perhaps not. It is an interesting series she advances. Après la diffusion du premier épisode, certaines féministes étaient scandalisées. Elles considéraient que c'était de la récupération. J'étais stupéfaite, jusqu'à ce que je réalise qu'elles n'avaient pas compris notre démarche. Women are the wave of the future, and sisterhood is stronger than anything. No one can stop this mission. Least of all, a woman. You obviously have little regard for womanhood. You must learn respect. Durant 3 saisons, Wonder Woman trouve un accueil chaleureux sur le petit écran, pendant qu'une autre chaîne diffuse le premier succès télévisé de Marvel Comics, L'incroyable Hulk. Les enfants sont transportés par ces aventures fantastiques, et les parents soulagés qu'elle les détourne de la violence très réelle qui gagne les rues américaines. Au milieu des années 70, la criminalité augmente de manière alarmante à New York. L'univers des super-héros subit une transformation radicale. New York se désintégrait. Les infrastructures s'écroulaient. C'était un coupe-gorge. On se faisait agresser à tous les coins de rue.
Et non seulement les jeunes scénaristes, Jerry Conway, Marv Wolfman, Len Wein, vivaient à New York, mais ils travaillaient pour des salaires de misère. Alors ils n'habitaient pas les beaux quartiers. Quand j'écrivais Spider-Man, c'était ma vie que je racontais. Ma vie, c'était celle d'un habitant de New York qui avait peur de prendre le métro et qui savait qu'on pouvait lui tirer dessus à n'importe quel coin de rue. On avait le sentiment que le monde n'était pas un endroit sûr et agréable. Les comics n'avaient jamais traité ce sujet. Le bouffon vert capture la petite amie de Peter Parker, Gwen Stacy. Il l'emmène au sommet d'un pont et menace de la jeter dans le vide si Spider-Man ne se rend pas. Dans les histoires classiques de super-héros, le héros sauve la demoiselle en détresse. C'est réglé. Superman rattrape Lois Lane, il n'y a pas de surprise. J'ai mis un petit effet sonore juste à côté de son cou. Crac. Peter Parker, Spider-Man, tue la femme qu'il aime en essayant de la sauver. Les lecteurs étaient fous de rage. J'étais anéanti. Ça a été le jour le plus triste de ma vie. J'avais 10 ans, Gwen Stacy était ma petite amie, je l'adorais. Et pour moi, jusqu'à aujourd'hui, ça a été mon assassinat de Kennedy. Je me souviens où j'étais quand elle est morte, ce que je portais, où j'ai lu ce comic. Et j'ai passé le reste de la journée dans l'hébétude parce que les personnages de comics n'étaient pas censés mourir. On n'avait pas réfléchi aux conséquences. Je vous assure qu'on n'y avait pas réfléchi. Mais de nombreuses personnes ont décidé plus tard que c'est à ce moment-là que les comics ont littéralement tourné la page et sont passés de la fiction à la réalité. La vague de criminalité des années 70 a engendré une réaction contre ce que certains considéraient comme le laxisme, qui avait envahi la société américaine au cours de la décennie précédente. Cette réaction a trouvé un écho chez les anti-héros populaires. Au cinéma, dans Dirty Harry, par exemple. You could ask yourself a question. Do I feel lucky? Well, do you, punk? What else you got? Ou un justicier dans la ville. I see the money, man. You'll have to take it. Dans les comics, vous avez le personnage du Punisher, un vétéran du Vietnam qui découvre que sa famille a été tuée lors d'une guerre de gang. Les coupables n'ayant pas été punis, il se lance dans une croisade personnelle contre le crime. Il fera justice lui-même. Les super-héros de comics sont censés attraper les méchants, pas les tuer. Quand le bouffon vert tue Gwen Stacy, Spider-Man fou de rage est à 2 doigts de le massacrer. Mais il se retient car s'il le tue, il se rabaisse à son niveau. Spider-Man, le bon super-héros, ne parvient pas à sauver la jeune fille innocente. C'est un fait. Les héros échouent. Arrive le Punisher, l'anti-héros.
Les Américains parlent beaucoup de leur amour de la justice, sous une forme très abstraite. Mais les gens veulent une justice concrète, où les méchants reçoivent ce qu'ils méritent. Le Punisher ne se contente pas de les punir, il les châtie. Un crâne s'étale sur sa poitrine. The biggest White House scandal in a century. The Watergate scandal broke wide open today. I have no comment. The White House is in a state of shock. How many more heads are going to roll? I intend to cooperate, as I said, fully with all of the... On était en plein Watergate, dans le tourbillon de folie de la période Nixon. What did the president know? And when did he know it? La plus haute autorité du pays commet des actes illégaux, ou du moins, elle les couvre. Toutes les règles et les lois qui gouvernaient notre société volent en éclats. Le Punisher apporte une réponse simple. Je vais régler ça. Le justicier encapé, le vengeur masqué. On parle toujours de vengeance. Il n'y a pas de héros nommé Jurisprudence Man. Les abus de pouvoir de la Maison-Blanche désarment jusqu'au loyal Captain America. Celui-ci abandonne son identité pour devenir le nomade, un héros sans patrie. L'industrie des super-héros est à un tournant. Si les comics sont mûris, les ventes s'effondrent. Les personnages fascinent toujours les enfants, mais bientôt, avec l'émergence de nouvelles technologies, leurs idoles vont déchaîner leur puissance comme jamais auparavant. Peter? Yeah? Are you all right? I'm fine. Any better this morning? Any change? Change? Yeah. Big change.